Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 31 juillet, dernier jour du mois, mais premier jour de la semaine. Soyez les bienvenus sur Monaco Info et voici les titres qui seront développés. Nos deux invités aujourd'hui seront le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco pour parler des feux de forêt un peu partout dans le monde et des risques encourus sur notre territoire, et Franck Phillips, notre spécialiste automobile. Le parcours du prochain Rallye Monte-Carlo, prévu du 25 au 28 janvier, a été dévoilé. Au programme, plus de 338 km avec 17 spéciales passant par 14 cols et 5 départements. Nous vous présenterons le nouveau parc Alpha au-dessus de Saint-Martin-Vésubie après les travaux et le passage de la tempête Alex. Le marché de la Condamine est un lieu où l'on discute, où l'on refait le monde autour d'un café et où l'on se restaure également. Et enfin, pour se rafraîchir, nous irons à la rencontre de plusieurs glaciers afin de connaître les parfums du moment. Mais avant de développer ces titres, nous l'avons appris dans la journée et chacun, depuis quelques jours, faisait ses pronostics pour connaître le nouveau chef de cabinet du prince Albert II. Eh bien, le souverain a décidé de nommer Christophe Stener comme nouveau directeur du cabinet princier. Il prendra officiellement ses nouvelles fonctions à partir du 4 septembre. Pour rappel, Christophe Stener a été élu président du Conseil national en 2016. Il a ensuite été nommé ambassadeur de Monaco en France. Par le passé, M. Stener a également travaillé au sein de la commission de contrôle des activités financières ainsi qu'au service d'information et de contrôle sur les circuits financiers, le SICFIN. Restons dans le domaine financier. Le ministre d'État vient de présider une nouvelle réunion du premier collège du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Lors de cette réunion ont été évoqués notamment les progrès du plan d'action national pour chaque objectif stratégique, l'avancement des mises en œuvre des recommandations du comité Meneval, le projet d'évaluation des risques liés aux actifs numériques et le manuel sur l'entraide pénale internationale. La principauté de Monaco, je cite, réaffirme sa totale implication dans cette lutte. Le monde se bat en ce moment contre les feux de forêt, que ce soit aux États-Unis, en Californie par exemple, dans une grande réserve nationale, ou plus proche de nous, en Grèce, des milliers de touristes ont été évacués de l'île de Rhodes et de Corfou. Ces jours-ci, l'Algérie et la Tunisie ont été également touchés par des incendies. Les Bouches-du-Rhône sont placées en alerte orange face au risque élevé. Les Alpes-Maritimes sont concernées. Bref, pour faire le point, nous recevons dans notre open space le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Maxime Ivrard, bonsoir. Bonsoir. La Méditerranée dans son ensemble est sujette à de gros feux de forêt et les Alpes-Maritimes n'y ont pas échappé. Est-ce que concrètement ça vous inquiète concernant notre zone ? Alors non, je ne suis pas inquiet. On a plutôt été épargné pour l'instant sur ce début de période estivale. Mais je dirais je ne suis pas inquiet parce que la stratégie française est en place. On n'est pas à l'abri d'un grand feu, mais je dirais pour l'instant les massifs sont sous contrôle. Comment le corps des sapeurs-pompiers de Monaco est préparé en cas de feu de forêt très concrètement ? Alors à Monaco, tous les sapeurs-pompiers sont formés à la lutte contre les feux de forêt. Il y a plusieurs niveaux de formation, du niveau 1 équipier jusqu'au niveau 5 pour le plus haut gradé dans la gestion des opérations sur les feux de forêt, ou feux d'espace naturel plutôt. Mais en principauté, on n'a pas ce risque-là. On intervient au profit de la France sur notre territoire français, mais en principauté, nous n'avons pas le risque feu de forêt parce que nous n'avons pas de forêt. Et on a quelques véhicules pour les aider, ou en tous les cas faire le prompt secours sur les communes limitrophes, mais on ne s'engage jamais sur des gros feux parce que ce n'est pas notre mission principale. Alors justement, quel est votre champ d'action ? Parce que c'est vrai, quand on se met sur le quai, par exemple, Albert Ier, qu'on regarde autour de nous, il y a beaucoup de végétation. Est-ce que vous intervenez dans ce cadre-là, dans ces communes ? Quel est votre champ d'action ? Alors, on va intervenir effectivement en frange périurbaine, entre la partie urbaine et la partie de l'espace naturel. On ne va pas s'engager au-delà. L'idée, c'est d'intervenir vite pour soit arrêter un départ de feu, soit au cas de ce qu'on appelle le risque subi, c'est-à-dire le feu qui arrive sur les habitations, faire des défenses de points sensibles et protéger les habitations. Alors là, par exemple, même sur le rocher, il y a de la végétation, il y a un feu qui part. Très concrètement, maintenant, quel est le dispositif qui est mis en place ? Alors, comme pour tout feu, qu'il soit urbain ou feu de forêt en principauté, en fait, on a un départ immédiat qui est constitué de 2 ou 3 engins pompes en fonction de la nature de l'appel et qui partent immédiatement, et je dirais avec une arrivée sur les lieux inférieure à 10 minutes. On est entre 7 et 10 minutes d'arrivée sur les lieux. Donc on n'a pas des facteurs de propagation très élevés en principauté parce que même si on a un petit peu de végétation, elle est très bien entretenue.
elle est arrosée, c'est humide, donc on ne va pas avoir des développements importants. Et puis l'accessibilité au départ de feu est rapide. Alors il y a le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Que peut-on faire que les pompiers des Alpes-Maritimes ou les préfectures peut-être peuvent faire pour éviter des feux de forêt? C'est quoi? C'est des défrichages? Qu'est-ce qu'il faut faire en amont? Alors effectivement, il y a l'aménagement du territoire, déjà, donc de bien étudier à l'endroit comment on va aménager le territoire. Il y a la gestion des forêts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de forêts en France qui ne sont plus exploitées, donc ça donne de la biomasse pour le développement des incendies. Et puis après, il y a toute la prévention du citoyen. Lorsque soit les personnes se promènent dans les secteurs boisés, donc de bien respecter déjà les autorisations. Parfois, les massifs sont fermés parce que le risque d'incendie de forêt est trop important. Et puis, c'est au quotidien, je dirais, l'éducation des personnes pour ne pas être imprudent par rapport à cette problématique. Il faut savoir que 90% des feux de forêt en France sont d'origine humaine et 70% de ceux-ci, c'est accidentel. Vous qui avez l'habitude, qui êtes pompier depuis des années, quand vous voyez la Méditerranée en feu, quel est votre constat? C'est quelque chose que vous ne connaissiez pas? C'est quelque chose de tout à fait normal? Non, alors je dirais, c'est un phénomène normal de gestion déjà des espaces naturels. Après, moi, à chaque fois qu'il y a effectivement un feu, je pense à mes collègues qui sont en train de lutter sur le feu, parce que c'est des interventions qui sont très dangereuses, c'est très accidentogène, pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est des grands espaces. On a affaire à des grands volumes. Au niveau de l'ambiance, c'est compliqué parce qu'on est dans la fumée, on ne voit pas grand-chose. Au niveau toxicologique, on respire de la fumée, les yeux piquent. Il y a énormément de pompiers de déployés, donc pareil pour celui qui commande l'opération, c'est un facteur de stress parce qu'en fait il a beaucoup de responsabilités à engager les personnes. Donc c'est des moments un peu de stress et je pense à mes collègues qui sont sur ces feux-là. Alors même si les pompiers aiment bien lutter contre le feu, à un moment c'est des interventions qui sont épuisantes. Pour finir et pour revenir sur le corps des sapeurs-pompiers de Monaco, quels sont les types d'interventions classiques de l'été? Vous intervenez sur quoi en règle générale en cette période? Alors actuellement, c'est beaucoup d'assistance aux personnes pour des malaises liés soit à la chaleur, on a eu quelques petits épisodes de canicule, soit aussi on voit qu'il y a énormément de personnes qui viennent en principauté, donc on a beaucoup d'accidents de la route, notamment des deux roues, mais à aujourd'hui, c'est surtout les malaises liés à la chaleur. Maxime Ibrard, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci. En bref, des travaux sont à prévoir sur le boulevard du Jardin Exotique au niveau de la rue Malbousquet et de ses escaliers. Concernant le boulevard du Jardin Exotique, ce sont des travaux de raccordement en eau d'une opération privée du 31 juillet au 18 août. Les travaux seront effectués en semaine de 9h à 16h. Le double sens de circulation sera rétabli en dehors des horaires d'intervention. Dans les escaliers Malbousquet, entre autres, l'ancien revêtement de sol est en cours de réfection pour une remise à neuf d'ici fin octobre, sans coupure d'accès. La direction de l'aménagement urbain procède au renouvellement des réseaux d'éclairage public et la SMEG amorce les travaux de raccordement du futur poste électrique de la rue Malbousquet. Cette rue sera fermée à la circulation du 31 juillet au 1er septembre, sauf pour les riverains. Toujours en bref, mais dans un autre domaine, en sport, le licencié de l'ASM Athlétisme, Théo Andan, vient d'être sacré au championnat de France du 400 mètres. Et dans son palmarès, Théo est déjà médaillé de bronze au championnat d'Europe du 4x400 et médaillé d'argent, toujours avec la France et toujours en 4x400 au championnat d'Europe en salle. On le félicite donc pour cette belle performance. En cyclisme, Antoine Berlin a participé au championnat d'Europe des grimpeurs en Suisse sous les couleurs de l'Union cycliste de Monaco. Il a terminé à la 11e place. Et en basket, l'équipe de France se prépare pour la Coupe du Monde qui se déroulera du 25 août au 10 septembre avec le premier match test ce lundi 20h30 contre la Tunisie. Et dans l'équipe, 4 joueurs monégasques, Yacouba Ouattara, Eli Okobo, le nouveau joueur de la Roca Team Thierry Tarpé et enfin Mathieu Strazel qui a le sens du rythme comme on peut le voir sur les réseaux lors de leur préparation dans le sud-ouest à Pau avec des supporters. Autre actu sportive, la présentation du parcours de la 92e édition du Rallye Monte Carlo, prévue du 25 au 28 janvier 2024. Au programme, plus de 338 km avec 17 spéciales passant dans 5 départements et totalisant 14 cols à franchir. Avec nous ce soir, notre spécialiste automobile, Franck Phillips. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Le parcours a été dévoilé. Comment trouvez-vous cette édition 2024 ?
Alors tout à fait surprenante, bien évidemment, parce que on part de Monaco et on va vers Gap. Aussi, le comité d'organisation, comme ils l'ont dévoilé au mois de juin, effectivement, on ne peut plus rester à Monaco en fonction des travaux qui vont être effectués sur l'esplanade des pêcheurs. Donc, problème de mobilisation pour placer tout le matériel. Et puis, je vais vous dire franchement que cette, on va dire, cette version-là 2024 a quand même un petit goût de découverte qui est pas mal. Et c'est le retour, hein, vous l'avez dit, le retour à Gap. C'était important que ça se repasse aussi là-bas. Alors il est évident qu'il faut que ça se passe aussi un petit peu là-bas, parce que de jouer l'alternance entre Monaco et Gap, eh bien on risque, c'est vrai, de trouver des conditions hivernales qui vont être beaucoup plus favorables que l'année précédente, qu'en 2023 on n'a pas eu un gramme de neige malheureusement. Et il est évident que cette année, en ayant l'espoir de retourner vers Gap, on puisse retrouver des conditions hivernales qui sont chères à Aurélie de Monte-Carlo. Et puis une particularité aussi cette année, le fait de partir de Monaco monter à Gap. Eh bien nous avons une spéciale de légende qui s'appelle donc cette année Toar Saint-Géniez, qui a été effectuée pendant plus de 30 ans dans le sens inverse. Et là on va voir un petit peu ce que ça va donner, parce que cette spéciale, pour en avoir eu vécu les frais, est quand même un juge de paix. Alors en début de course c'est un peu chaud quand même. Alors ces 2 dernières années, on a quand même eu l'impression qu'il y a eu un fossé entre les vieux de la vieille et la jeune génération, entre les Sébastien Loeb et Ogier, qui ne font plus le championnat du monde mais qui participent à certaines étapes dont Monaco, et ils mettent la pâtée aux jeunes. Alors il est évident qu'il y a un concours, hein. Ils sont à 9 partout aujourd'hui. 2022 c'était Seb Loeb, 2023 Sébastien Ogier, parce que la fameuse battle qui avait été annoncée n'a pas eu lieu. Malheureusement, Seb Loeb était sur le Dakar, donc voilà, quid de cette année. Mais c'est vrai que on va dire les 2 vétérans aujourd'hui du mondial sont là et qui font des piges, et les jeunes, faut qu'ils s'accrochent encore un peu quand même, parce que l'expérience quand même sur un Monte-Carlo, sur les rallyes qu'ils font, quand même l'expérience prévaut aussi sur la fougue de temps en temps des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que la jeune génération est encore en dessous du niveau, ou c'est pas le cas? Non, pas du tout, ils sont au niveau, mais il faut dire que sur un rallye comme le rallye Monte-Carlo, il y a quand même beaucoup de paramètres à gérer. Il y a les pneumatiques, il y a la glace, il y a les ouvreurs. Bon, l'année dernière, évidemment, c'était un rallye asphalte, hein, comme on aurait pu avoir un Tour de Corse ou un rallye du championnat de France. Ça, c'était pas vraiment le problème. Mais voilà, bon, après, il y a ces petites astuces de vieux briscards qui font que, ils sont toujours là, et puis on espère aussi qu'ils sont encore là pendant un moment. Et dans cette nouvelle génération, il y a des pilotes qui vous impressionnent? Ah oui, alors éventuellement, on va parler de Kalle Rovanperä, qui a eu son premier rallye à l'âge de 16 ans. Donc toute cette génération-là de jeunes pilotes qui ont 17, 18, 20 ans demandent à en devenir, et bien évidemment, c'est l'avenir du sport automobile, quoi qu'il en devienne. Donc 17 étapes sur 5 départements et un finish dans le Turini, avec une particularité, des épreuves plus hivernales et de la neige, puisqu'on sera plus en altitude qu'à l'accoutumée, hein. Oui, tout à fait. Après, l'année dernière, on va dire pour le WRC, pour le mondial, sur Monaco, enfin sur Turini, on n'avait pas eu neige. Une semaine après, 10 jours après, tout l'historique a pris pas mal de neige. Donc après, c'est vrai que c'est un coup de roulette russe, et on peut pas implorer on va dire le bon Dieu pour que la neige elle tombe. Donc voilà. Et l'on suivra en tout cas, bien sûr, avec vous sur Monaco Info, ce rallye Monte-Carlo 2024. Merci Franck Phillips. Merci Fabien, à très bientôt et au mois de janvier. Exactement. Et dans cette chaleur du cœur de l'été, une idée sortie non loin de Monaco, dans le Boréon, au-dessus de Saint-Martin-Vésubie. Le parc Alpha a particulièrement souffert du passage de la tempête Alex. Ce parc, après travaux, a rouvert en juillet 2021 et propose de nombreuses activités autour des loups. Reportage de Frédéric Elion et Thomas Deus. C'est un animal emblématique, présent aussi bien dans la mythologie que dans les contes pour enfants. Le loup a de tout temps fasciné l'homme. En plein cœur du Mercantour, le parc Alpha, créé en 2005, propose une immersion dans la vie des loups. On a 2 meutes de loups qui sont dans 2 enclos séparés. On a une première meute, ce sont des loups gris d'Europe et ils sont 5 en tout. Et on a une deuxième meute avec des loups ibériques et ils sont 2 frères. Diego, 12 ans, et Enrique,
2011, sont nés aux Pays-Bas et ont rejoint le parc Alpha l'été dernier après 10 ans passés à Paris. Ils vivent dans un enclos de 2500 mètres carrés encadré par des clôtures de 4 mètres de haut. Les 5 loups gris viennent eux de Normandie et sont arrivés à la réouverture du parc en juillet 2021 après les ravages de la tempête Alex. L'enclos européen fait lui 3900 mètres carrés. Les soigneurs y entrent chaque jour pour différentes activités. On propose les différentes activités qu'on fait avec nos loups, nous, tous les jours de l'année. Ça va être du medical training, donc un entraînement médical pour donner des médicaments aux besoins à chaque individu. Ça va être des enrichissements, donc les jours où par exemple ils ne vont pas manger, on va leur proposer une activité différente. On va mettre une nouvelle odeur dans l'enclos, un nouvel objet, ce genre de choses. Ou alors carrément un nourrissage que le public peut observer. Le parc Alpha n'accueille pas que des loups. Un chamois et 2 bouquetins sont arrivés récemment. À découvrir également un spectacle de chiens de berger qui guide des troupeaux d'oies et de canards. Il est recommandé de venir plutôt en matinée, la période où les loups sont les plus actifs et donc les plus visibles. Il fait très certainement partie des lieux où vous faites vos courses. Le marché de la Condamine est une place incontournable pour acheter des produits, mais aussi pour consommer sur place. Il attire les monégasques, les résidents, mais aussi les touristes pendant l'été. Sandrine Nègre et Lionel Bernardi se sont rendus sur place. Il est situé au pied du rocher. Le marché de la Condamine a toujours eu une situation idéale en plein cœur de la Condamine. Il est 10h, pendant que certains savourent un bon café et discutent à l'ombre, certains choisissent les fleurs qui vont embellir leur table. Il y a bien sûr celles et ceux qui sont ici pour acheter les aliments qui vont être consommés au cours des repas. On a une clientèle d'habitués. Bon, les clients monégasques généralement partent en vacances, donc on a un petit peu de passage avec des touristes qui viennent un peu pour les curiosités, la courgette de Nice, les olives, des choses comme ça. Mais bon, l'essentiel, ce sont des clients habituels. C'est le cœur de Monaco en fait. Voilà, on rencontre des gens, c'est très familial en même temps et convivial. Donc j'aime venir prendre mon petit café, faire mes petites courses, voilà. Fruits, légumes, oui. Et il y a des très bons commerçants. Une ambiance, une atmosphère donc. Le marché de la Condamine propose aussi à sa clientèle de consommer sur place. Pour cela, plusieurs enseignes. Pour manger, bien sûr, des spécialités monégasques, mais pas seulement. Italiennes aussi, libanaises ou encore asiatiques, entre autres. Pour le déjeuner et pour le dîner. On est venu manger en famille et on profite de ce choix vraiment divers pour manger finalement chacun quelque chose de différent. C'est pratique parce que ça nous permet nous de voir les enfants jouer et puis on mange dehors et c'est très très agréable. Et tout au long de l'année, la mairie propose aussi d'ailleurs des soirées et des journées thématiques ici même au marché de la Condamine. Et après avoir fait un tour au marché, pourquoi ne pas se prendre une petite glace? Quelles sont les tendances du moment? Reportage d'Anaïs Riu. La saison estivale est déjà bien entamée en principauté et qui dit été dit chaleur et quoi de mieux qu'une glace pour se rafraîchir ou simplement par gourmandise. À Monaco, les glaciers se réinventent chaque année pour proposer les meilleurs produits, aussi bien dans le goût que dans la qualité et le visuel. Pour la centenaire, nous avons pensé à un cheesecake à la rose parce que les couleurs sont les couleurs de Monaco, donc les blancs et les rouges. Et la rose, c'est parce que la princesse Grèce, ils aiment beaucoup les roses, donc nous avons essayé d'utiliser de l'eau, des fleurs. Et les résultats, c'est un parfum vraiment étonnant, mais qui est très apprécié par les touristes parce que les couleurs de Monaco, comme ça, ils se souviennent, mais aussi par les résidents beaucoup. Chez nous, tout le monde il cherche toujours les nouveautés parce que le maître glacier, il s'amuse de faire toujours des nouveautés. Et la tradition de la glace artisanale italienne, c'est lié à l'innovation. Chaque glacier a sa saveur incontournable pour laquelle les clients viennent et reviennent. Tout le monde il va demander tous les fois de le bacio, que c'est bisou en italien. Et ça, c'est un glace qu'il y a le chocolat gianduja à l'intérieur avec les noisettes entières. Et ça, c'est vraiment particulier. Après, il y a aussi stracciatella que tout le monde va demander, c'est du lait, un crème du lait avec les pépites de chocolat noir à l'intérieur. Notre objectif, c'est d'avoir la meilleure qualité disponible et donc nous allons essayer de faire le produit plus naturel possible avec sans chimiciens. Et voilà, et ça c'est notre premier goal. D'année en année, l'objectif pour les glaciers monégasques reste le même, garantir une qualité supérieure avec des produits locaux et sains,
pour satisfaire une clientèle fidèle qui l'est d'autant plus en cette période de forte chaleur. Une glace c'est bien, mais il ne faut pas oublier de s'hydrater et boire de l'eau. Revenons sur l'événement de la fin de la semaine. Je parle bien sûr du gala de la Croix-Rouge qui a fait son retour dans la salle des Étoiles avec 800 personnes autour de la famille princière et comme spectacle le concert de Robbie Williams. L'objectif de ce gala est comme chaque année de lever des fonds pour soutenir les actions locales et internationales de la Croix-Rouge monégasque. C'était donc l'événement de ce week-end et l'événement du week-end prochain sera sûrement le deuxième et dernier feu d'artifice sur le port Hercule ce samedi à 22h avec à l'issue, à côté des escaliers de la piscine, un spectacle de cabaret. Et plus proche dans le temps, le dernier spectacle proposé au Fort Antoine ce mardi 1er août à 21h30, le titre « Le Beau Monde ». L'histoire se déroule dans un futur lointain où une nouvelle civilisation raconte ce qu'était le 21e siècle. L'entrée est gratuite, mais il est quand même conseillé de réserver. Quel temps est prévu pour demain? La réponse avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Le temps restera très agréable durant la journée malgré quelques nuages insignifiants. Les températures oscilleront de 21 à 29 degrés. Le soleil se lèvera à 6h17 et se couchera à 20h56 et nous fêterons les Alphonse. Et parmi les Alphonse célèbres, évidemment, le plus provençal des Provençals, Alphonse Daudet, ou encore, et on y pense moins, Alphonse Capone, que l'on connaît mieux sous le nom de Al Capone. Merci Vanessa. On passe aux photos du jour de Frédéric Nébinger, consacré aujourd'hui au rassemblement de scouts venant d'Europe et qui s'est déroulé la semaine dernière à l'occasion du centenaire de l'association des guides et scouts de Monaco. C'est ainsi que ce journal s'achève. Quant à nous, on se retrouve au mois d'août, c'est-à-dire demain, mardi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.